Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy. Dans cette vidéo, je vous propose une des leçons que je crée sur kbtrainings.com dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301. Donc, si vous préparez l'examen de Cisco CCNA ou soit CCNA 200-301, le cours est disponible sur kbtrainings.com et avec ce cours, je vous amène de zéro à ingénieur et je vous apprends toutes les notions nécessaires pour passer et réussir l'examen. Et cet examen est très important parce que ça peut vous aider à commencer ou à booster votre carrière dans ce domaine du numérique ou de l'IT. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 3.2 dans lequel nous allons parler de OSPF version 2 ou soit la version 2 de OSPF. Alors, en parlant de OSPF, version 2 veut dire que c'est la version qui deal avec le IPv4 ou soit la version 4 du protocole IP. Et il y a aussi le OSPF version 3 ou soit version 3. Et version 3, c'est pour le IPv6. Alors, dans le cadre de ce cours, nous sommes limités à IPv4 seulement. Et je vais vous montrer un peu le plan de l'examen ici. Vous pouvez constater que au point 3.0, nous avons IP Connectivity, ou soit connectivité IP. Et 3.4, nous devons savoir configurer et vérifier le Single Area OSPF version 2. Et le Single Area, ça veut dire qu'on parle d'une seule zone de OSPF. Parce que, comme nous allons le voir, OSPF peut avoir multiples zones qui se connectent. Et dans le cas de cet examen, nous sommes limités au Single Area, ou soit OSPF à une seule zone. Et ça doit être OSPF version 2, dont nous ne parlons que de IPv4 seulement. Et nous allons voir les points qui suivent. C'est quand même un peu allégé par rapport aux versions précédentes de CCNA parce que Cisco sait que nous avons beaucoup à apprendre dans cet examen. Alors, il y a des nouvelles notions comme les notions d'automatisation, ainsi de suite, ou soit de programmabilité. C'est ainsi qu'au niveau du routing, nous ne sommes limités qu'à OSPF version 2, Single Area. Et comme ça, nous avons aussi le temps de nous étendre sur beaucoup d'autres notions. Alors, comme vous savez, la fois passée, nous avons fait un petit lab avec EIGRP quand je vous ai introduit au Routing Protocol. Alors, EIGRP n'est pas recommandé, soit n'est pas obligé dans ce cours. C'est ainsi que nous allons aller en détail avec OSPF seulement. Et dans ce chapitre 3.2, la première leçon va être la leçon 3.2.1 dans laquelle je vais vous introduire à OSPF. Donc, ça sera nos premiers pas dans OSPF. Je vais parler des notions essentielles et nous allons entrer en profondeur dans certaines de ces notions dans les leçons à venir. Et pour commencer, voilà ce que nous allons couvrir dans cette leçon. Premièrement, je vais vous dire c'est quoi OSPF et nous allons voir comment ça marche. Et puis, je vais parler de l'algorithme SPF ou soit Shortest Path First, qui veut dire que le chemin le plus court d'abord, ou soit on considère que le chemin le plus court. Et puis, nous allons parler de la métrique que OSPF utilise. Nous allons parler des zones dans OSPF, bien que nous ne sommes limités qu'à une seule zone. Et puis, nous allons parler des différentes tables de données qui existent dans OSPF. Et nous allons parler de l'identifiant du routeur. Et puis après, à la fin, comme d'habitude, nous allons faire un lab sur OSPF dans lequel je vais vous montrer comment vous pouvez configurer OSPF dans votre topologie ou dans votre réseau. Et je vais utiliser cette topologie ici, que je crois que vous connaissez déjà. Nous avons déjà utilisé ça dans plusieurs leçons. Alors, cette topologie, pour l'instant, elle a une configuration statique qui permet aux ordinateurs de communiquer. Par exemple, là, j'ai lancé des pings qui vont de cet ordinateur dans le réseau 10 vers l'ordinateur qui se trouve ici, dans le réseau 192. Alors, c'est ces pings que vous êtes en train de voir là. Mais pour l'instant, c'est statique. Donc, j'ai configuré le routage statique. Alors, je serai obligé d'effacer tout le routage statique et de remplacer cela par OSPF dans les trois routeurs que nous avons ici. Voilà, nous allons faire ça à la fin de cette leçon après avoir vu la théorie. Mais comme d'habitude, vous savez qu'ici, dans ce domaine, la théorie, elle est importante, mais la pratique est beaucoup plus importante. Donc, beaucoup plus de temps doit être alloué à la pratique qu'à la théorie. C'est ainsi que je vais vous donner ceci. Et pour vous-même, vous aurez le temps de travailler sur le fichier que je vais vous donner, le fichier Packet Tracer, et créer vos propres topologies, créer vos propres réseaux, essayer de configurer OSPF, ainsi de suite. Et aussi, je vous donne un lien qui vous amène vers la documentation de Cisco, dans laquelle Cisco parle de OSPF, et vous allez lire quelques points là-dessus. Ces documentations-là sont pour tout le monde, donc c'est très avancé. Quand vous les lisez, vous devez savoir qu'est-ce qui va dans le cas du CCNA et qu'est-ce qui va au-delà du CCNA. Mais c'est toujours important, si vous êtes exposé à quelque chose qui est au-delà du CCNA, ça ne blesse pas, c'est pour votre information.
documentation. Donc, c'est pour cela que j'aime beaucoup la documentation de Cisco. Alors, pour commencer, c'est quoi OSPF? OSPF veut dire Open Shortest Path First. Ça veut dire, en fait, littéralement, si on veut traduire, ça veut dire ouvert, plus court, chemin en premier. Voilà, essentiellement, c'est un protocole de routage qui utilise un algorithme qui permet de trouver le chemin ouvert le plus court entre un point A et un point B. Le point A étant l'origine du paquet IP et le point B étant la destination de ce paquet IP-là. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, OSPF est un protocole de routage très utilisé dans des grandes entreprises, dans des entreprises de télécommunications, ainsi de suite. Et c'est un link state routing protocol. Link state, nous l'avons vu dans l'introduction au routing protocol. Ça veut dire que c'est un protocole à état de lien. Donc, il considère trop les états des liens et il rassemble toutes les informations de tous les liens qui existent dans son réseau pour monter une topologie à l'intérieur de chaque routeur. Et par défaut, le DA ou soit la distance administrative est de 110. Par exemple, comme vous le savez, pour EIGRP, la distance administrative ou soit administrative distance est de 90. Ça veut dire que si vous avez un chemin qui vous a été fourni par EIGRP et le même chemin vous est aussi fourni par OSPF, vous allez plus considérer EIGRP parce que sa distance est inférieure. Mais cette distance administrative peut être changée. Ça, c'est la distance par défaut qui est de 110, mais elle peut être changée à souhait avec une commande que je vais vous montrer beaucoup plus tard. Et voilà, c'est aussi un IGP qui veut dire Interior Gateway Protocol. Donc, c'est un protocole qui est utilisé à l'intérieur d'un autonomous system ou soit à l'intérieur d'un système autonome. Et vous allez l'utiliser pour échanger le trafic entre, ou soit échanger les différentes routes entre vos différents routeurs. Et les routeurs vont s'informer des chemins qu'ils connaissent pour atteindre les réseaux qu'ils connaissent. Et à partir de cette information-là, vous, le routeur qui recevez ces informations, vous allez les mettre dans une base de données afin de les utiliser pour savoir comment atteindre différents réseaux dans votre topologie. Et aussi, sachez que c'est un open standard. Ça veut dire que ça a été normalisé par IETF. Tous les vendeurs d'équipements peuvent implémenter OSPF dans leurs équipements. C'est très populaire parce que c'est partout. Vous allez le retrouver dans tous les équipements. Contrairement à EIGRP, qui était Cisco Proprietary, ça veut dire que qui n'appartenait qu'à Cisco. Donc, ce n'était que dans les équipements de Cisco. Jusqu'en 2013, quand les discussions ont commencé, je crois vers 2016, ainsi de suite, EIGRP a été standardisé aussi. Mais pour l'instant, tout le monde n'utilise pas EIGRP. Vous n'allez pas le trouver partout dans tous les équipements, rien que dans les équipements de Cisco. Alors que OSPF, c'est dans tous les équipements de routage, ou soit tous les vendeurs d'équipements, vous allez les trouver en train d'implémenter OSPF. C'est pour ça que c'est très populaire. Et OSPF utilise un algorithme qu'on appelle le SPF. Ça veut dire Shortest Path First, comme je vous l'ai dit. C'est l'algorithme-là qui permet de trouver le chemin le plus court. Nous allons entrer un peu plus en détail sur les étapes de cet algorithme et je vais vous montrer ce que ça fait exactement. Et chaque routeur qui se trouve dans une certaine topologie, soit dans un certain réseau qui a OSPF configuré, va partager les informations sur les réseaux qu'il connaît aux autres routeurs qui sont dans la même zone OSPF que lui. Donc, c'est pratiquement un processus de partage d'informations et ces informations-là sont utilisées pour trouver le chemin le plus court. C'est ça en fait OSPF. Et puis nous allons parler brièvement pour vous dire comment ça marche en général. Alors on a dit que OSPF c'est un Link State Protocol. Donc c'est un protocole à état de lien. Ça considère les états des liens. Alors c'est quoi un état de lien? En parlant de lien ou soit de liaison, on considère l'interface qui nous mène vers ce lien ou vers cette liaison-là. Alors les états de lien considèrent les informations qui viennent de cette interface-là. Les informations comme son adresse IP ou soit l'adresse IP de l'interface, ou soit la bande passante ou le bandwidth de l'interface, et ainsi de suite. Donc, ce sont des informations qui identifient un certain lien. Et ce qui va se passer avec OSPF est que OSPF va partager ces informations-là entre tous les routeurs. Et les routeurs vont garder ces informations-là dans une base de données quelque part. Et tous les routeurs vont faire de sorte qu'ils aient les mêmes informations. Ça veut dire que chaque routeur de la zone connaît les informations sur chaque autre routeur de la zone et les différents réseaux que tous les autres routeurs connaissent. Dès qu'ils se partagent cette information-là et qu'ils ont tous la même information, ou soit la même base de données, ils vont utiliser un algorithme qui est le SPF, comme je vous l'ai dit, Shortest
Path First, qui est l'algorithme de Dijkstra. C'est un algorithme qui est utilisé, en fait, je l'ai étudié pour la première fois à l'université, je crois que j'étais en troisième année d'université, ainsi de suite. C'est un algorithme qui permet de trouver le plus court chemin. C'était dans un cours qu'on appelait recherche opérationnelle. Alors, ça va par exemple du genre, vous avez, on a ici un point A et un point B, et il y a différents nœuds qui existent entre le point A et le point B. Bon, ça c'est ce que je peux me rappeler, hein. Je peux avoir un peu de temps, mais vous n'avez pas besoin de connaître l'algorithme en fait. On ne fait qu'utiliser OSPF ici, on n'a pas besoin de réinventer l'algorithme, à moins que vous soyez en train de vouloir inventer un routeur ou quoi. C'est là que vous avez besoin de connaître l'algorithme. Mais en général, ça se présente comme ceci. Alors, nous avons différents nœuds qui mènent de A vers B, ou soit A et B peuvent être aussi des nœuds. Donc, ça, A, c'est le nœud 0 et B, c'est le nœud 5, ok? Et puis nous avons aussi des distances, ou soit des valeurs que nous donnons aux différents liens que nous avons, qui peuvent être de toutes sortes. Ça peut être des distances kilométriques ou un truc comme ça. Nous pouvons avoir ici 12, ici 15, ici 2, ici 4, ainsi de suite. Alors, le chemin, l'algorithme de Dijkstra va aider à trouver le plus court chemin entre deux nœuds que nous pouvons choisir. Par exemple, le nœud 1 étant l'origine et le nœud 5 étant la destination. Quel est le plus court chemin qui va de 0 à 5? Et il y a une façon de considérer d'aller lien par lien. Du genre, quand je viens ici, je prends 12 et puis j'arrive au niveau de 1. Je me dis là-bas c'est 15, ici c'est 2. Je prends 2 par exemple. Et puis en même temps, je prends 15 aussi pour savoir si ça va me mener vers 5, ainsi de suite. Donc c'est un algorithme qui roule derrière le processus de OSPF pour trouver le meilleur chemin ou le chemin le plus court entre une origine qui est le routeur même qui est en train de rouler l'algorithme et une destination qui est un certain réseau dans ce réseau-là. Alors, l'algorithme est exécuté sur les données. Donc, on a dit d'abord au départ, les informations sont partagées entre les différents routeurs et quand ils ont toutes les informations, ils utilisent l'algorithme pour trouver quel est le plus court chemin entre l'origine et tous les autres réseaux qui existent dans cette topologie-là. Et retenez aussi qu'avant de faire ce processus-là, soit avant de s'échanger les informations, les routeurs doivent établir une relation de voisinage. Ça veut dire qu'ils doivent être officiellement des voisins, ils doivent se connaître et on appelle ça en anglais Neighborhood Adjacency. Ça va être une leçon que nous allons couvrir beaucoup plus tard pour savoir quelles sont les différentes étapes qui interviennent dans la création de ce voisinage-là. Sans voisinage, il n'y a pas échange d'informations. C'est une étape très importante. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le LSA, ou soit Link State Advertisement. C'est ce que j'ai traduit en anglais ici en parlant des propagations d'état de liens. Les propagations d'état de liens sont ces LSA ici, ou soit ces informations qui sont envoyées entre les différents routeurs. Et c'est grâce à ça que les routeurs se disent tout ce qu'ils connaissent et qu'ils ont la même information. Et comme je vous ai dit encore, dans une même zone, tous les routeurs de cette zone-là doivent avoir exactement la même information dans leur base de données. Il faut que je répète encore cela une fois parce que c'est très bien de comprendre d'abord le concept lui-même avant de passer à la pratique. Si je prends le diagramme que j'avais ici, soit la topologie que j'ai ici, et que je considère les trois routeurs qui sont connectés, je peux configurer OSPF ici. Je configure aussi OSPF dans le routeur 2 et aussi dans le routeur 3 et ils doivent être dans une certaine zone. Par exemple, je considère cette zone comme la zone numéro 0. Nous allons parler de zone un peu plus tard. Et puis, comme ils sont dans la zone numéro 0, ils doivent avoir la même information dans leur base de données. Alors, si ce routeur, par exemple, décide d'informer aux autres de la présence de 10.1, qui est de ce côté, la présence de 20, la présence de 30, et aussi celui-ci informe aux autres la présence de 192, ok, et l'autre informe aux autres la présence de 74.52. Alors, tous ces routeurs doivent avoir ces informations dans leur base de données. Donc, celui-ci doit savoir que 10 existe quelque part. Il doit aussi savoir que 74.52 existe quelque part d'autre. Et avec ces informations-là dans leur base de données, ils vont enfin faire l'algorithme là de SPF ou soit Shortest Path First pour se dire, ok, si je veux atteindre 10, quel est le chemin le plus court pour atteindre 10? Et dans ce cas, par exemple, dans le cas de ce routeur, il va trouver que le chemin le plus court pour atteindre 10.1, c'est ce chemin par exemple. Ok? Bien qu'il y a aussi un autre chemin qui est celui-ci,
Donc, il peut faire le détour allant vers le routeur PE2 et puis monter vers le routeur qui est appelé Home. Et donc, il y a plusieurs chemins, mais il prend le chemin le plus court. Dans ce cas, il va considérer le chemin qui va directement ici, parce que je crois que ces différents chemins ont la même bande passante. Alors, il va considérer celui-ci. C'est ça un peu en bref OSPF. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui vont se répéter ici, mais avec la pratique ainsi de suite, nous allons entrer en détail de plusieurs notions que nous devons connaître pour le CCNA. Et dans le prochain slide, nous allons parler des différentes étapes de cet algorithme-là de SPF, ou soit le chemin le plus court d'abord, comme j'ai traduit ça littéralement. L'algorithme, il est compliqué. En fait, comme je l'ai dit, nous ne devons pas connaître les détails de l'algorithme, mais nous devons avoir l'idée générale de ce que ça fait. Mais là, je vous donne juste quelques étapes préliminaires qui précèdent et qui nous amènent à l'exécution de l'algorithme, et aussi même après l'exécution de l'algorithme, qu'est-ce qui se passe avec OSPF. Alors, en premier lieu, retenez que une fois initialisé ou après un changement, initialiser, ça veut dire que la première fois que vous allez configurer OSPF dans votre topologie, ou soit après un changement, ça veut dire que si la topologie avait déjà été complète, les informations avaient déjà été partagées et qu'il y a un changement au niveau d'un certain routeur. Par exemple, un réseau que le routeur connaissait n'existe plus. Ou soit l'interface qui mène à ce réseau-là est down. Ça, c'est un changement. Le routeur doit informer à tout le monde que je n'ai plus le réseau 10 par exemple. J'avais le réseau 10 qui était connecté vers moi, mais du coup, je ne le vois plus. Donc, enlevez-le de votre base de données. Alors, ces informations-là vont être partagées et tout le monde doit se dire, OK, tel n'a plus 10, tel n'a plus 10, et ils vont enlever 10 venant du routeur en question. Lorsque on initialise, ou soit lorsqu'il y a un changement, le routeur va générer le Link State Advertisement, qui est juste une collection de tous ces liens. Quand je démarre OSPF, le routeur voit tous les liens qui doivent être pris en compte par OSPF, et il va partager tous les liens là à tous les autres routeurs en utilisant le LSA, ou soit le Link State Advertisement. Ça, c'est la première étape, l'étape de partage, ou soit l'étape d'information. Et puis la deuxième étape, en fait, ça ne se suit pas comme ça, mais c'est juste une façon de structurer la logique là qui se passe. Et après ça, donc quand chaque routeur envoie ou soit crée le LSA, tous les autres routeurs vont partager le LSA en question. Soit ils vont tous créer de LSA pour eux-mêmes et puis faire suivre les LSA qu'ils reçoivent d'autres routeurs. Donc, ils vont se partager cette information-là afin que, comme je vous ai dit, dans une même zone, qu'ils aient tous une même base de données. Et puis après, à la troisième étape, lorsque toutes les informations sont partagées entre les différents routeurs, ils vont enfin utiliser l'algorithme de Dijkstra pour créer l'arborescence du chemin le plus court. Arborescence dans le sens où nous avons l'origine ici qui est A, ou soit qui est le routeur en question, et puis il va créer une sorte d'arbre qui veut dire que voilà, si je veux atteindre tel réseau, je dois aller par 1 et puis par 2, ainsi de suite, pour atteindre le réseau en question. Et ça, c'est le chemin que j'ai qui est le plus court. Il peut y avoir un autre chemin qui passe par beaucoup d'autres routeurs qui mènent à la même destination, mais c'est le chemin le plus court qui va être considéré. Et puis, lorsque l'algorithme a déjà été exécuté et que les routeurs connaissent les différentes destinations et comment y accéder, OSPF va rester calme. Tant qu'il n'y a pas de changement, tant qu'il n'y a pas de mise à jour, OSPF ne fait rien. L'état du réseau reste ainsi jusqu'à ce qu'il y ait un changement ou soit un nouveau routeur qui s'ajoute ou soit une sorte de communication qui doit être partagée entre les différents routeurs. C'est ainsi qu'après ça, après le changement, l'information va être partagée et tous les routeurs vont refaire encore le calcul de l'algorithme pour trouver le chemin le plus court. Bon, voilà en bref les différentes étapes de ce processus-là. Et puis, nous allons passer au prochain slide dans lequel nous allons parler de la métrique que OSPF utilise. Qu'est-ce qui dit à OSPF que ce chemin est le meilleur? Qu'est-ce qui prouve que le chemin A est meilleur que le chemin B? OSPF utilise une métrique qu'on appelle le coût, ou soit en anglais cost. Et le coût est une mesure qui est inversement proportionnelle à la bande passante d'une certaine interface. Et la formule à retenir est celle-ci. Pour avoir le coût d'un certain lien, nous devons prendre la bande passante de référence, la diviser par la bande passante de l'interface qui nous mène vers ce lien-là. Par exemple, et je vous ai dit ici que la bande passante par défaut est de 100 mégabits par seconde. Par exemple, si j'ai un lien de 100 mégabits par seconde et que la référence est toujours 100 mégabits par seconde, ce lien-là aura le coût de 1 parce que nous allons faire 100 mégabits par seconde divisé par 100 mégabits
par seconde. Et les 100 mégabits ici, c'est la référence. Et celui qui est en bas, c'est la bande passante de l'interface que nous considérons. Alors, mégabits et mégabits, ça tombe. 100 et 100, ça tombe. Nous allons avoir 1. Donc, c'est comme ça. Et dans le cadre du coût avec OSPF, le meilleur coût est le coût le plus bas. Donc, si vous avez deux coûts différents qui mènent à une même destination, c'est le coût le plus bas qui est le coût le meilleur. Et ça veut dire essentiellement que c'est la liaison qui a la plus grande bande passante qui est la meilleure liaison. C'est celle-là que OSPF va considérer en premier. Et comme je vous l'ai dit, la bande passante de référence est 100 mégabits par seconde par défaut, mais vous pouvez changer cela en faisant cette commande ici. À l'intérieur du processus OSPF, vous pouvez mettre Auto Cost Reference Bandwidth et puis vous mettez la valeur que vous voulez. Et cette valeur est mesurée en mégabits par seconde. Dans ce cas, par exemple, j'ai changé ça de 100 mégabits à 1000 mégabits par seconde, qui est pratiquement 1 gigabit par seconde. Et ça, c'est pour nous adapter au réseau d'aujourd'hui. Parce que actuellement, 100 mégabits par seconde n'existe presque plus. Beaucoup des réseaux que vous allez voir aujourd'hui ont au moins des liens de 1 gigabit par seconde. Il y en a même qui vont jusqu'à 10, à 40 ou à 100 gigabits par seconde. Donc, c'est trop grand. Et si on veut considérer 100 mégabits comme référence, nous aurons des coûts qui seront des 0.01 et ainsi de suite. Alors, si vous voulez que vos coûts soient des chiffres entiers, vous devez élever la valeur de la bande passante de référence. Si nous l'élevons, par exemple, nous allons de 100 mégabits par seconde à 10 gigabits par seconde. Regardez. Donc, si nous avons 10 gigabits par seconde, comme la bande passante de référence, et que nous avons un lien de 1 gigabit par seconde, par exemple, quel sera son coût? Son coût va être 10 gigabits par seconde, qui est au fait égal à 10 000 mégabits par seconde. Nous allons diviser ça à 1000 mégabits par seconde. 1000 mégabits par seconde, qui est 1 gigabit par seconde. Donc, le mégabit par seconde va tomber et puis les 3 zéros vont tomber. Donc, nous allons avoir un coût de 10. Ça veut dire que une route, en fait, un lien qui a 1 gigabit par seconde aura le coût de 10. Et bien sûr, un lien qui a 10 gigabits par seconde aura le coût de 1. Donc, il faut que OSPF choisisse, il va choisir le lien qui a 10 gigabits par seconde. Voilà la métrique que considère OSPF qui est le cost, ou soit le coût, que l'on peut aussi configurer manuellement en changeant la référence, ou soit en changeant même le bandwidth manuellement d'un certain lien. On va voir ça plus tard. Voilà, et puis prochainement, nous allons parler des zones de OSPF. Alors, comme je vous ai dit, tous les routeurs qui se trouvent dans une même zone ont la même information. Alors, qu'est-ce qui se passe avec OSPF? Disons par exemple que dans notre topologie, nous avons 100 routeurs. Et 100 routeurs, pour un réseau de télécommunications, par exemple, c'est peu. Moi, je travaille pour des réseaux, en fait, pour des compagnies qui ont des milliers, 3000, 4000, beaucoup de routeurs. Alors, si vous avez beaucoup de routeurs et que vous voulez que ces routeurs-là se partagent leurs liens, il va se poser un certain problème avec OSPF. Si tous les routeurs sont dans une même zone, il va avoir un problème. Parce que, disons par exemple, vous avez le routeur 1, le routeur 2, 3, 4, 5, et puis 6, 7, 8, 99, 100. Et ces routeurs sont tous interconnectés. Ils ont des liens entre eux. Voilà. Ok, voilà. Donc, tous ces routeurs ont des liens entre eux. Comme je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas de changement, ou soit quand OSPF est initialisé pour la première fois, tous les routeurs aussi vont s'envoyer des LSA. Ils vont s'envoyer les informations sur les liens qu'ils ont et ils vont tous faire de sorte qu'ils aient tous la même base de données afin de rouler ou soit afin d'exécuter l'algorithme de SPF dont nous avons parlé. Et aussi lorsqu'il y a un changement. Par exemple, au niveau du routeur 1, du coup, ce lien tombe en panne. Le routeur 1 doit dire à tout le monde que je n'ai plus ce lien, je ne connais plus comment accéder à ce lien. Et cette information-là doit se propager. C'est comme ça qu'on appelle même, on parle de l'explosion, soit de flooding, ou soit de l'inondation. L'information doit être inondée vers tous les autres routeurs afin qu'ils sachent que 1 n'a plus accès à ce réseau. Donc, quand il y a initialisation et quand il y a changement, il y a inondation.
Et après inondation, lorsque tous les routeurs ont la même base de données, ils vont refaire le calcul de l'algorithme de Dijkstra dont nous avons parlé. Alors, le problème qui peut se poser est que si vous avez 100 routeurs, un exemple, ou soit si vous avez 1000, 2000, 4000, 10 000 routeurs, vous n'allez pas tous les mettre dans une même zone parce qu'il y aura beaucoup de bruit, il y aura beaucoup de cacophonie dans le sens où, imaginez si vous avez 10 000 routeurs, quelle est la probabilité que vous ayez un changement à chaque minute ? Elle est très probable. Donc, à chaque minute, il peut y avoir un routeur dans les 10 000 ou dans les 1000 que vous avez qui va perdre un lien et qui doit générer un LSA. Et tous les routeurs doivent refaire leurs calculs et doivent refaire leur algorithme pour trouver le meilleur chemin. Ce n'est pas bien, ce n'est pas intéressant. Ça consomme les ressources dans le réseau d'abord et ça consomme des ressources sur les routeurs eux-mêmes. Alors, la meilleure chose que OSPF peut faire, c'est séparer les différents routeurs dans plusieurs zones. Ça veut dire par exemple que dans notre situation, je vais dessiner les zones en rouge par exemple, nous pouvons faire de sorte que les routeurs 1, 2, 3, 4 et 5 soient dans une certaine zone que l'on peut appeler la zone 0. Et en anglais, zone c'est area. Area 0. Ça c'est la zone 0 qui ne contient que les routeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous pouvons dire par exemple que le routeur, celui-ci c'est quoi? C'est 7, et les autres routeurs qui sont attachés à 7 se retrouvent dans une autre zone que nous avons appelée par exemple la zone 1. Et puis ces différents routeurs aussi se trouvent dans la zone Area 2. Et puis 8 par exemple se retrouve dans une autre zone qu'on appelle Area 3. Donc, je viens de subdiviser ça en plusieurs zones. Et la bonne chose est que les routeurs qui sont dans une même zone ont la même information. Lorsqu'on passe d'une zone à une autre, on n'a pas les informations. Par exemple, le routeur qui est le routeur numéro 2, il n'a pas toutes les informations de la topologie qui se trouve dans la zone 1. Il n'a pas toutes les informations de la zone 2. Il n'a pas toutes les informations de la zone 3. Mais il connaît seulement que si j'ai un lien de la zone 2, je dois l'envoyer au routeur 3. Parce que le routeur 3, regardez bien, il va avoir certains liens dans la zone 0 et d'autres liens dans la zone 2. Ça veut dire qu'il va être au milieu. C'est pour cela qu'il a un rôle spécial qu'on appelle ABR. ABR veut dire Area Border Router. Ça veut dire que c'est un routeur qui se trouve à la limite des zones. C'est un routeur qui est connecté à deux zones différentes. Le routeur 1 aussi va être un ABR, ou soit Area Border Router. Nous allons voir les différents rôles de routeur plus tard. Et le routeur 2 qui se trouve à l'intérieur d'une zone qui n'appartient qu'à une seule zone va être appelé un IR, ou soit Internal Router, un routeur intérieur. Donc, il appartient à une seule zone seulement. Il n'appartient pas à deux zones. Donc, le routeur 2 aura toutes les informations de la zone 0. Le routeur 3 aura à la fois les informations de la zone 0 et les informations de la zone 2. Le routeur 1 aussi la même chose. Le routeur 8 aura toutes les infos de la zone 3, ainsi de suite. Et le routeur 1 ne va faire passer que les routes, ou soit il ne va informer aux autres que ce qu'il a trouvé comme résultat par rapport à la zone 1. Donc le routeur 1, avec toutes les infos qu'il a de la zone 1 et même de la zone 3 aussi, il va faire l'algorithme sur la zone 1, la zone 3. Donc, lui, il aura beaucoup de travail à faire. Et après avoir fait ce travail-là, les résultats qu'il va avoir, il va informer à tous les routeurs de la zone 0 pour leur dire, OK, si vous avez telle route, si vous avez telle destination, ça, c'est dans la zone 1. Moi, je connais comment y accéder. Envoyez-moi ça. Et il va aussi dire à tous les routeurs de la zone 3, il leur dit les informations de la zone 0 et de la zone 1, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très organisé le partage d'informations qui existe. Et en limitant les zones, nous limitons aussi les embrouilles, nous limitons aussi les inondations ou soit les explosions des mises à jour. De genre, s'il y a un changement dans la zone 1, ça s'arrête dans la zone 1. S'il y a un changement dans la zone 2, ça s'arrête dans la zone 2, ainsi de suite. Et les bonnes pratiques recommandent d'avoir au moins, environ 30 à 40 routeurs par zone. Donc, si vous avez moins de 30 routeurs, vous pouvez tous les garder dans une même zone. Mais si ça devient 30 ou au-delà de 30, c'est mieux de les séparer en différentes zones. Comme ça, vous allez les gérer facilement et vous ne serez pas perturbé par tous les changements qu'il y a tout le temps dans OSPF. Voilà, c'est tout ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai pratiquement repris ici avec toute cette littérature.
Donc, il y a des sous-zones il y a des sous-domaines qu'on appelle des zones, ainsi de suite. Une zone est une collection logique des réseaux OSPF, des routeurs et des liens qui ont la même identification. Donc, lorsqu'ils ont la même area number, ou soit area ID, ou soit la même identification de zone, ils sont dans la même zone et ils vont avoir la même information. Alors, un routeur doit maintenir une base de données topologique pour la zone à laquelle il appartient, comme je vous l'ai dit. Et puis, le routeur ne dispose pas d'informations détaillées du réseau en dehors de sa zone. Alors, je vous ai aussi dit que dans le cadre de CCNA, nous n'allons nous arrêter qu'à une seule zone. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir plusieurs zones avec OSPF. Une seule zone seulement, c'est ce que nous allons faire. C'est très bien, donc nous n'allons pas avoir beaucoup de choses à faire. Quand il s'agit de plusieurs zones, ça devient trop de choses à voir. Et aussi, il y a une chose que je dois vous dire et que ça, c'est juste en passant pour votre information. Lorsque vous avez une seule zone, vous pouvez lui donner n'importe quel nom, en fait, n'importe quel numéro. Vous pouvez lui dire zone 1, zone 2, zone 3, n'importe quoi que vous voulez pour une seule zone. Mais quand vous avez plusieurs zones, vous devez avoir une zone qu'on appelle la zone backbone, ou soit la zone, comment appeler ça? La zone de référence, qui est un peu la zone de base, la zone principale de votre topologie. Et cette zone-là doit toujours avoir le ID de 0. Donc, si vous avez plus d'une seule zone, il doit y avoir une zone de base, ou soit la zone de backbone, qui va être la zone numéro 0. Ça, c'est une information importante que vous devez connaître, bien que dans ce cours, nous ne voyons que le single area, ou soit nous ne voyons qu'une seule zone. Nous allons aussi voir les différentes tables qui existent. Je vais vous les montrer dans le lab. OSPF entretient 3 tables différentes. La première table est appelée la table des voisins. Comme je vous ai dit, OSPF doit établir des relations de voisinage avec les autres routeurs avant de s'échanger des informations. Et il y a une table dans laquelle on met tous les voisins. Je vais vous montrer ça dans le lab. Il y a aussi la table de topologie. C'est dans cette table que tous les LSA, ou soit toutes les informations que nous avons obtenues sur des différents liens sont stockées. Et c'est cette table qui va nous aider à faire l'algorithme et à trouver les chemins qui mènent vers tous les autres réseaux, soit toutes les destinations. Et puis il y a une table qu'on appelle la table de routage, qui est bien sûr la table dans laquelle on met tous les meilleurs itinéraires, ou soit les meilleurs liens vers les différentes destinations que nous avons dans notre réseau. Je vais vous montrer cela dans le lab. Et puis nous avons aussi la notion de router ID, ou soit l'identifiant du routeur. Chaque routeur qui participe à OSPF doit avoir un identifiant qui est unique dans cette instance-là de OSPF. Et pour configurer le router ID, vous devez aller dans la configuration de OSPF et puis taper la commande router ID et la valeur même de l'identifiant. L'identifiant est de la forme d'une adresse IP, donc nous avons 4 octets, 1, 2, 3, 4. Mais si vous n'avez pas configuré ceci, OSPF peut par lui-même trouver cette valeur, ou soit peut à lui-même assigner une valeur d'identifiant à un routeur en suivant cette logique ici. Premièrement, OSPF va prendre l'adresse IP la plus élevée d'une interface de bouclage qui se trouve sur ce routeur-là. L'interface de bouclage appelée aussi en anglais Loopback Address. Je crois que nous n'avons pas encore vu ça, mais je vais vous montrer. Ce sont des interfaces virtuelles que vous pouvez créer à l'intérieur d'un routeur si vous en avez besoin. Ou soit, s'il n'y a pas de loopback address, OSPF va utiliser l'adresse IP la plus élevée des interfaces physiques qui se trouvent sur ce routeur-là. Donc, pour donner un petit exemple, par exemple, si nous avons une topologie comme celle que nous avons ici, et que OSPF veut assigner de router ID. À ce niveau, au niveau de ce routeur, si nous ne configurons pas de router ID, OSPF va prendre l'adresse IP de cette interface. Donc, ça va être l'adresse IP, soit le router ID de ce routeur va être 30.0.0.1. Parce que 30, c'est l'adresse la plus élevée. Ça, c'est 20. 20, c'est inférieur. 10, c'est inférieur. Donc, nous allons prendre 30.00.1. Ça va être l'identifiant de ce routeur. Voilà, c'est un peu comme ça que OSPF va faire l'identifiant. C'est très important d'avoir l'identifiant qui est unique parce que c'est à travers ça que OSPF va connaître qui est le voisin qui m'a envoyé ça et va mettre ça dans la base de données. Voilà. Et puis, avant de passer au lab, voilà les différentes commandes que nous allons utiliser aujourd'hui. Ça sont les commandes de configuration et ça sont les commandes de vérification. Alors pour configurer OSPF, nous allons faire, bien sûr dans le mode config, nous allons faire router OSPF 1. Le 1 ici, ou soit le 1, c'est le process ID, ou soit l'identifiant du process, soit du processus de OSPF. Vous pouvez utiliser n'importe quel chiffre que vous voulez. Ça peut être 1422.
Mais pourquoi vous faites 1422 alors que 1 est disponible? Donc, vous pouvez mettre router OSPF 1. Si vous avez une autre instance de OSPF qui veut encore rouler pour une autre zone, par exemple, vous pouvez mettre 2, 3. Donc, vous pouvez avoir plusieurs instances de OSPF dans un seul routeur. Alors, après avoir tapé cette commande, vous allez dans le mode de configuration de OSPF et puis vous allez déclarer les réseaux que vous voulez attacher à OSPF en faisant network et puis l'adresse ou soit le préfixe de ce réseau-là et puis le wildcard ou soit, je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, mais en français c'est le wildcard. Je peux dire la carte sauvage, mais sinon c'est un peu comme le masque de sous-réseau, mais c'est l'inverse du masque de sous-réseau. Avec le masque de sous-réseau, nous savons que si nous avons 1, 0, 1, 1 et que le masque de sous-réseau c'est 1, 1, 0, 0 par exemple, ça c'est la partie réseau et ça c'est la partie haute. Ça veut dire que si nous considérons le masque de sous-réseau et que nous voulons qualifier le réseau seulement, nous allons considérer chaque bit qui a 1, 1 en dessous de lui. Okay? On a déjà parlé de ça dans les leçons passées. Mais avec le wildcard ou la carte sauvage, je ne sais pas si ça se dit, vous pouvez faire... En fait, c'est l'inverse, en fait. Si on veut qualifier cette partie, nous allons faire 0, 0, 1, 1. Ça veut dire que tout ce qui a 0 en dessous est considéré comme un élément qui qualifie le préfixe en question. C'est ainsi que si nous avons par exemple 192.168.0.0/24 et que nous voulons considérer les 3 premiers octets, avec le wildcard mask, nous allons écrire 0.0.0.255. Ça veut dire que les 3 premiers octets sont les octets que nous allons comparer ou que nous allons matcher. Voilà, c'est comme ça que vous déclarez le réseau. Et puis, vous pouvez aussi déclarer le router ID pour lui donner un identifiant. Il y a aussi une méthode que je vais vous montrer lorsque je vais commencer le lab. Vous pouvez déclarer à ce niveau, ou soit vous pouvez aller au niveau de l'interface pour déclarer votre OSPF et puis l'activer sur cette interface-là. Voilà, c'est tout pour la théorie. Nous allons rapidement passer au lab. Je vais amener mon packet tracer ici. Et bien sûr, je vous avais montré que ces pings sont en train de rouler, qui vont de ce routeur, en fait, de cet ordinateur à cet autre ordinateur avec des configurations statiques. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais aller dans tous les routeurs, je vais effacer les configurations statiques que nous avons là-dedans. Dans ce routeur, par exemple, je vais faire show run. Et puis, je vais voir, voilà, ce sont les routes que nous avons configurées statiquement. Alors, je vais les effacer en allant dans le mode de configuration. Et puis, je vais faire no. Je prends la première déclaration, la première commande, je la copie et je la colle. Et puis, je fais Enter, donc je l'ai effacé. Je prends la deuxième commande, je la copie et je la colle. Voilà, je fais Enter, donc j'ai effacé les deux. Et si nous rentrons dans notre PC, nous allons voir que le PC a perdu les pings parce qu'il ne connaît plus comment arriver à destination. Alors, avec OSPF, nous allons recouvrir les pings. Donc, je fais la même chose dans tous les autres routeurs et puis je vais rentrer pour vous montrer comment configurer OSPF. Alors, je viens d'effacer toutes les configurations statiques dans les différents routeurs. Si nous allons dans le routeur Home, par exemple, et que nous voulons voir la table de routage, nous faisons Show IP Route. Voilà, nous pouvons voir que toutes les routes que nous avons, soit les réseaux que nous connaissons, sont soit les réseaux qui sont directement connectés à nous, soit des interfaces qui sont sur notre réseau. C'est pour ça que nous avons, en fait, sur notre routeur, nous avons ici C comme Connected et L comme Local. Donc, C est là, Connected. L qui veut dire local. Donc nous ne connaissons rien de plus. C'est ainsi que cet ordinateur a du mal à atteindre l'ordinateur qui se trouve dans le réseau 192. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais configurer OSPF. Je viens dans l'ordinateur, en fait dans le routeur Home. Je vais dans le mode de configuration, Configure Terminal. Et puis je vais taper la commande router, ou soit routeur, OSPF pour indiquer qu'on configure OSPF et non EdgeRP, ainsi de suite. Et puis je vais taper le Process ID. Si vous voyez ici, on vous dit que la valeur que nous attendons, c'est Process ID. Ça peut aller de 1 à 65 535. Alors nous prenons 1 ici et nous faisons Enter. Alors là, j'entre dans le processus de OSPF 1 et je vais configurer cela. Comme je vous ai dit, la première chose que je peux faire, c'est d'abord configurer le Router ID ou soit l'identifiant du routeur. Et à ce niveau, je veux appeler ce routeur 1111 parce que c'est le routeur numéro 1 pratiquement. Celui-ci, je ne vais pas le configurer. Vous allez voir comment OSPF va prendre automatiquement la valeur de 40.00.1 et lui, je vais lui donner 2222. Voilà. Alors, à ce niveau, je lui donne Router ID
1, je fais Enter. Et puis, je vais déclarer les réseaux sur lesquels, ou soit les interfaces sur lesquelles je veux que OSPF soit activé. Dans notre situation, je veux que OSPF connaisse l'interface Gigabit 00, qui est le réseau 10.1.0.0/24. Je veux que OSPF connaisse cette interface et l'autre interface. Si vous n'avez pas activé OSPF au niveau de l'interface, OSPF ne peut pas créer de voisinage. À ce niveau, je dois activer ici et je dois activer aussi de l'autre côté pour que ces deux ici soient des voisins et qu'ils se disent tout ce qu'ils connaissent. Si je n'active pas le 10.1, le routeur ici ne saura pas dire au routeur PE1 que je connais ou soit je suis connecté à 10.1. Donc, je dois activer 10.1 à ce niveau aussi pour que ça marche. Donc, ce que je dois faire est que je vais faire Network. D'abord, je considère le 10.1.0.0 et puis comme je vous ai dit, le wildcard, ça veut dire que je vais prendre 0.0.0.255. Donc, je vais considérer ces trois premiers octets ici pour identifier mon réseau. Et puis, après ça, je dois déterminer dans quel area ça se trouve. Donc, je vais faire area 0. J'appelle le area 0. Comme je peux choisir, ça va de 0 à n'importe quoi, mais je prends 0, c'est ce qui est accessible parce que je n'ai pas d'autres areas qui sont déjà configurés avec 0. Donc, je prends area 0 et je clique Enter. Ça veut dire que OSPF est maintenant activé sur cette interface-là, l'interface qui mène vers le réseau 10.1.0.0. Et je vais faire la même chose pour tous les autres réseaux. Pour 20, par exemple, je vais faire 20.0 et puis je clique Enter. Je vais aussi faire pour 30. Et pourquoi je fais ceci? Parce que nous avons 20 qui est là et 30 qui est là. Donc, j'ai maintenant activé OSPF dans les trois interfaces qui sont là. Mais comme je n'ai pas OSPF ailleurs, ça sont des commandes de base. Il y a plusieurs commandes que vous pouvez faire, mais pour l'instant, nous parlons d'abord des commandes principales pour établir au moins OSPF. Et si nous allons, par exemple, dans les Show IP Route, il n'y a pas encore de changement parce que, en fait, IP Route, il n'y a pas de changement parce que nous n'avons pas encore de voisinage, parce que OSPF n'est pas encore activé dans les autres routeurs. Et si je fais par exemple Show IP OSPF Neighbor, ça c'est la table qui nous montre les différents voisins. Nous n'avons rien comme voisin pour l'instant. Si je fais Show IP OSPF Topology ou soit OSPF Database ou soit voir ce qu'il y a dans la base de données, nous n'avons que nous-mêmes, il n'y a rien d'autre dans la base de données, donc rien n'est encore communiqué. Donc nous n'avons pas de voisins, nous n'avons rien dans la base de données, mais nous avons activé. Si je fais Show IP OSPF Interface comme interface, je vais voir toutes les interfaces sur lesquelles OSPF est activé. Par exemple, là, Gigabit 0/0 is app, app, ainsi de suite. Voilà l'adresse IP de cette interface-là. Et puis le processus OSPF qui est le processus numéro 1. Le router ID est 1, le type de réseau, ainsi de suite. Nous allons voir ça plus tard, les hello, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous avons ces trois interfaces qui sont activées. Alors, ce que nous allons faire est que je vais aller dans le routeur PE1 et puis je vais activer OSPF là-bas aussi. Au niveau de PE1, alors nous allons configurer OSPF ici. Nous allons dans le mode de configuration. Je fais router OSPF. Je peux lui donner le processus 25 par exemple, juste pour 15, pour vous montrer que ça peut être différent. Et puis, je ne vais pas mettre le router ID ici. Vous allez voir à quoi le router ID va ressembler. Je prends le réseau, par exemple, 20.0.0.0.0.0.0.255, Area 0. Je dois mettre ça dans le Area 0 parce que ça doit être dans le même area que le voisin. Comme ça va constituer le voisinage. Voilà, j'ai activé sur 20. Et aussi, regardez déjà, avec le 20 que je viens d'activer, qui est là, je viens de créer le voisinage entre moi et 20. Donc, regardez, ici, on me dit le routeur 1.1.1.1 qui est connecté à 0.0 est passé de loading à full. En fait, on aura une leçon dans laquelle nous allons voir ce processus de voisinage, comment ça se fait. Mais là, je viens d'avoir un voisin qui est le routeur 1.1.1. Et si je vais dans le routeur 1.1.1, vous allez voir le même message. Regardez. Mais 192 est devenu... vous savez, j'avais fait une erreur. Lorsqu'il s'agit de choisir l'interface la plus grande, j'avais oublié qu'il y a 192 ici. Donc, c'est 192 qui est l'adresse IP la plus grande qui va être le router ID. OK, voilà. Donc, le router ID va être 192.168.0.1 et nous sommes connectés à ce routeur-là et nous sommes voisins. Je vais vous montrer l'autre méthode qui vous permet de déclarer les OSPF sur l'interface. Je vais aller sur l'interface Gigabit 0/2. Ou soit 0/1 d'ailleurs. Nous commençons par 0/1.
Donc, je dois sortir de ce processus. Soit je tape carrément interface gigabit 0/1. Et puis, à partir d'ici, je vais taper la commande IP OSPF. OK. Je tape le processus qui est le numéro 15. Et puis, je vais faire Area 0. C'est pour montrer à cette interface que tu vas faire partie du processus 15 de OSPF et tu vas être dans la zone numéro 0. Dès que je fais ça, l'interface est incluse dans OSPF. Et puis, je vais à l'interface gigabit 0/2. Je fais la même chose. Voilà. C'est tout. OSPF est activé au niveau de ces trois interfaces. Et puis, je vais dans le routeur numéro 3 pour activer OSPF. Déjà, avec ce que j'ai fait là, les deux ici se connaissent. Donc, si je rentre vers mon ordinateur ici, les pings doivent marcher. Voilà, ça marche déjà parce qu'ils connaissent déjà où se trouvent les autres chemins. Alors, je vais faire celui-ci rapidement aussi. Donc, je vais dans le mode config, route OSPF 25. Et puis, je vais faire network. Lui il a 30 quoi. Je vais 30.000 area 0 et puis je fais aussi pour 40 area 0 et puis je fais pour comment et puis voilà, j'ai deux voisins déjà. Et puis, je le fais pour le réseau, c'est quoi encore? 74.52.0.0, voilà. 74.52.0.0, ça c'est le /16, donc ici je dois mettre 255, voilà. Ok. Et maintenant, nous allons juste faire des vérifications. Si je vais dans le routeur Home, je préfère vérifier à partir d'ici, et que je vais dans la table de routage, je vais avoir Show IP Route. Regardez. Le O veut dire OSPF. C'est où? O veut dire OSPF. Donc, avec OSPF, je connais les réseaux 40. Avec OSPF, je connais les réseaux 74, ainsi de suite. Donc, nous avons les routes de OSPF qui sont dans notre topologie. Et ici, vous avez la distance administrative qui est de 110. Et puis, vous avez la métrique qui est de 2. Et puis, vous avez les routeurs auxquels nous devons envoyer notre trafic pour atteindre la destination. Et aussi, nous pouvons checker Show IP OSPF Neighbor pour voir les voisins que nous avons. Vous allez remarquer que maintenant, nous avons les deux voisins qui sont connectés. Et puis, nous pouvons aussi voir Show IP OSPF Topology, non, Database plutôt. Là, ça nous montre tout ce que nous avons dans notre base de données. Nous avons le router link state pour le area 0 et ça, c'est le process numéro 1. Nous avons aussi le netlink state pour le area 0. Nous allons voir ça en détail dans les futures leçons. Mais sinon, voilà, c'est ce que nous avons dans notre database et c'est ce qui nous permet de générer les routes vers les différentes destinations que nous connaissons. C'est le lab, en bref, sur OSPF. Bien sûr, il y a des leçons qui vont venir dans lesquelles nous allons entrer en détail. Ça, c'était juste l'introduction à OSPF et ce que vous pouvez faire avec et comment vous pouvez configurer OSPF dans votre réseau et les notions essentielles que vous devez connaître. Alors, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de partager. Alors, si vous êtes un professionnel, n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne parce que je crée trop ce genre de contenu. Je partage avec vous aussi beaucoup de mes petits projets que je fais ici dans le cadre du tech toujours. Voilà, merci d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'aller dans le forum ou soit de m'envoyer un email, je serai ravi de vous répondre. Et sinon, je vous ai laissé un lien là où vous allez lire beaucoup plus de détails sur le site web de Cisco, sur OSPF. Faites-le et faites aussi beaucoup de labs. Seulement avec le peu que je vous ai montré, faites des labs autant que vous pourrez. Ça vous facilite le tout. Alors portez-vous bien et nous allons nous retrouver dans la prochaine leçon. Bye.